Vous avez passé de combien pendant le confinement? Ben, ça a été 5 PA acceptés puis 3 transactions notariées. Oh. COVID time du 20 mars au début mai. Les deux autres, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres deals? 5 PA acceptés. Il y en a une que notre promesse d'achat n'a pas été acceptée. On était passé les délais, on a essayé de rentrer une promesse d'achat quand même, ça n'a pas fonctionné. Encore un facteur sur lequel on n'avait pas contrôle. Il y en a tellement qu'à un moment donné, je perds un petit peu. Non, mais c'est sûr. Mais là, c'est ça, on parlait pour passer au prochain niveau. C'est certain que COVID, on a été très actifs, mais ce qui nous a permis de l'être, c'est vraiment l'équipe. Donc, on avait l'équipe en place avec qui on avait déjà fait des acquisitions. Puis pour revenir à l'anecdote, je tiens absolument à la dire. Ouais. Pendant COVID time, j'ai pratiquement acheté un bloc par texto. Donc en textant le courtier immobilier, le courtier hypothécaire. Puis celle-là, c'était avec un partenaire qui amenait la mise de fonds. Puis ça s'est fait par vidéoconférence. On a signé l'hypothèque par vidéoconférence. Donc c'est vraiment là qu'on a vu un océan bleu. Là. Tout le monde était en crainte. Puis nous, on s'est dit, OK, il y a façon de passer à l'action, faire des acquisitions où est-ce qu'on pouvait être certain du retour qu'on allait avoir parce qu'on compte jamais, on l'a dit plus tôt, sur l'appréciation. Donc, on sait qu'à court terme, les ratios vont être bons. Puis, avec une équipe solide, bien, on avait quand même nos intervenants autour de nous puis nos professionnels pour nous appuyer à distance. Puis qui étaient prêts à continuer à travailler avec nous autres dans un marché plus incertain. Certains des visites, c'était pas hyper facile pendant le COVID. Avec les locataires, c'est une dû en avoir. Puis c'est d'être respectueux, tu sais, quand tu rentres chez les gens, puis tout ça, évidemment. Mais ça a permis de continuer à passer à l'action dans le COVID time. Fait que là, ça laisse entrevoir ce qui s'en vient. C'est quand, dans un marché où est-ce que tout va bien, ça va être complètement fou, là. Tout à fait, parce que ça, c'était la période de crise. À moins, on touche du bois qu'il y a une deuxième vague. Mais malgré ça, c'est pas des excuses. Au contraire, pendant que les gens se mettent sur pause ou qu'ils se mettent en contraction parce qu'ils ont peur, la crainte puis le doute, ben vous, si vous êtes en mode expansion pendant ces périodes-là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres opportunités puis d'autres deals là, qui vont se présenter. C'est fou, là. C'est vraiment de outgrow your problems. Nous, on se dit, tant qu'on croit à une vitesse où est-ce que les problèmes qu'on va avoir vont être d'une taille de hier. Pendant que nous, on est déjà dans le domaine. Là. Outgrow your problems. I like that. You should grow that. Ben, c'est probablement pas de on va faire un t-shirt avec ça. Là. Non, mais c'est bon, ben, parce que tu vois, c'est drôle. Moi, j'écoutais quelque chose, puis ça disait tout problème vient avec sa solution. Il n'y a pas un problème qui vient tout seul, juste le problème comme ça. Tout problème est connecté, directement lié avec la solution. C'est juste ta perception, comment tu peux le voir, comment tu peux le décortiquer pour trouver ta solution qui est devant toi, en fait. Rapidement, les boys, les avantages du partenariat. Je sais que vous l'avez mentionné, mais juste pour les gens qui pensent se lancer dans les avantages ou des conseils pour des personnes qui voudraient se mettre en partenariat plutôt. Ben, c'est absolument incroyable. Je peux parler de ma part. Là. Moi, quand je suis sorti de l'université, j'avais une mise de fonds, puis je suis 100% transparent. J'avais une mise de fonds de 16 500 $. Okay. C'est tout. Ce qui était 50% de mise de fonds sur un triplex. Puis là, ça nous a porté là, à ce jour, est-ce qu'on le dit? Oui, vas-y. À ce jour, on est à 37 portes, 4,7 millions d'actifs sous gestion, dans laquelle j'ai souvent des actionnariats considérables. Fait que vraiment, ça a permis d'apporter les morceaux manquants. À chaque fois qu'il y a un problème, ça permettait de débloquer, de passer au prochain niveau. Fait que les partenariats, c'est vraiment, ça ouvre tes horizons. T'en apprends, tu peux apporter de la valeur à tes partenaires, mais c'est toujours surprenant la quantité d'informations et de bénéfices qui te reviennent. C'est vraiment, quand c'est mutuellement bénéfique, c'est incroyable ce qui en ressort. Là. Vraiment, c'est 1 + 1 = 3, puis c'est pas compliqué. C'est aussi d'un comptable. On se pousse en groupe. Je veux dire, la motivation du groupe, à un moment donné, c'est comme, ça n'a plus de limite. Puis c'est vraiment ça le but. Là. Je pense que le X dans Epix, c'est explose ton potentiel. C'est clairement ça le but. Fait que tu sais, quand moi, je viens de faire une transaction, puis crime, ça fait quelques jours que j'ai notarié, puis on dirait que je regarde un petit peu dans les airs, puis mon partner Phil, sans en faire une autre transaction, je me dis, ben crime, let's go, moi aussi je vais en faire un autre la semaine prochaine, fait qu'à un moment donné, ça l'arrête plus, puis c'est ce mindset-là qu'on met en action. Puis à travers l'échange justement de trucs, d'astuces, de faits vécus, mais ça fait que Jonathan applique ce que j'ai appliqué, puis moi vice versa. Fait que nos transactions sont tellement plus efficaces depuis ce temps-là. Puis c'est des petits détails que tu ramasses, puis des bouts de knowledge que tu amènes d'une deal à l'autre. Puis c'est ça, tout le monde apprend de tout le monde. J'ai une question pour vous. Je connais la réponse, mais je vais juste la poser parce que certaines personnes peuvent se dire, voici la question, ben, tu sais, vu que vous êtes plusieurs, le profit que vous allez faire partager à plusieurs, il est moins élevé.
c'est quoi votre thinking par rapport à ça ou c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que vous faites? Mais je veux dire, le ROI reste le même selon le pourcentage que tu mets dans la deal. Fait que, je veux dire, le retour reste le même. Le retour sur investissement? Ouais. Puis à date, dans nos partenariats, on a aussi un mindset commun de réinvestissement à 100% pour justement grossir la tarte. Oh, c'est ça que je voulais que tu dises. Rendu là, on ne chippe pas sur des peanuts. Là. Nous autres, on veut la grosse affaire. Fait que on est en mode 100% réinvestissement. That's it. Fait que c'est ça que je voulais que tu dises justement. Fait que dans le fond, vous ne voyez pas comme OK, ben il va me rester juste ça. Non, au contraire, vous ne voulez même pas toucher le retour sur investissement, le cash flow positif. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous ne voulez pas le toucher? Je connais la réponse, mais juste pour les gens. De ne pas toucher le cash flow. Ouais, pourquoi vous ne le touchez pas, le cash flow? Qu'est-ce qui vous reste dans vos poches, le net? Nous, c'est constamment de grandir. Là, je veux dire, à notre âge, c'est ça l'objectif. Puis plus on peut le réinvestir, plus ça va. Mais il y a aussi la notion que le revenu est imposé, mais l'équité ne l'est pas nécessairement. Donc, si tu réussis à ajouter de l'équité dans une deal, après aller te financer, justifié par cette équité-là, ben, tu n'as pas $1 de revenu imposable là-dedans encore. Donc, c'est certain, il faut être prudent en naviguant ses finances, là, mais c'est ça. Donc, en réinvestissant constamment, ben, la boule de neige fait juste grossir puis prendre de la vitesse. Donc, c'est vraiment ça le thinking. Là. On veut pas sortir de l'argent à court terme parce qu'on considère qu'en faisant ça, on négligerait le potentiel futur de où est-ce qu'on veut amener la machine. Ouais. That's it. That's it. Puis, OK, mais là, les boys, c'est sûr, ça s'est fait en quelques mois. Dans le fond, vous aviez-tu 24 à cette époque-là? Oui, on avait 24. Première acquisition à 23. Oui, 23. 23 ans, 24. Je venais de tourner 24, c'est ça. Wow, parfait. C'est sûr qu'il y a eu des challenges. Donnez des anecdotes de challenge. Puis comment vous avez fait pour vous en sortir? Avec des locataires, ça, on en a plein. Là. Mais tu sais, je peux donner un exemple, une histoire de querelle de parking. Où ce que deux locataires, bon, le matin, ils étaient un en arrière de l'autre dans le parking, puis ils étaient supposés être un à côté de l'autre. Le parking était quand même très serré. Fait qu'un dimanche soir, il faut comprendre que moi, mon premier plex, propriétaire occupant, je suis allé habiter dedans. Donc en le vendant après 10 mois, j'ai fait un bon coup, on va en parler, mais je vivais essentiellement gratuitement également, il faut quand même le mentionner. Donc un beau dimanche soir, quand j'arrivais du gym avec l'épicerie, j'ai fait une pratique de parking pour que lundi matin, tout le monde aille au travail sans s'entrecroiser. Donc c'est une anecdote cocasse. Moi, je trouvais drôle qui m'amusait un peu parce que, écoute, en ce moment, dans ma business de lavage de fenêtres, j'ai plus de 40 étudiants. Donc je donne la job à des étudiants, là, donc 40 travailleurs qui travaillent avec nous autres. Fait que moi, gérer des ressources humaines, c'est facile pour moi. Donc quand j'ai vu une petite querelle comme ça, j'ai trouvé ça drôle versus peut-être mon oncle, ma tante qui a 2-3 duplex, eux autres, ça aurait été la fin du monde. Ouais. Nous autres, on a plus le background mindset entrepreneur, donc pour nous autres, c'est un beau problème, là, si on peut dire. Moi, sur ma plus récente acquisition, on a été en contre-offre pour 2000 $, donc au niveau du prix de vente. Puis essentiellement, nous, il y avait beaucoup plus de upside dans la deal que ça. Là, donc vraiment, je me suis excusé au courtier au téléphone là, parce qu'il fallait qu'il m'appelle pour avoir mon approbation, puis avoir une signature, puis avoir... Mais ça, vraiment, c'est dans le contrôle des vendeurs. Puis faut avoir du tact, c'est certain, autant avec les locataires qu'avec les vendeurs, parce que c'est pas tous les vendeurs qui approchent ça comme une entreprise ou avec un mindset entrepreneurial. Pour bien des gens, c'est une bonne façon de simplement réduire leur coût de la vie, puis c'est tout en leur honneur. Je veux dire, chacun veut aller chercher ce qu'ils veulent aller chercher dans leur transaction. Mais on est aussi dans la business de l'habitation. Les gens vivent là, c'est leur lieu de vie. Donc, il faut vraiment agir avec tact puis prendre ça en considération parce que ça a un gros impact pour les gens s'il y a des changements à faire au niveau des bails, au niveau de l'organisation d'une bâtisse, des stationnements, tout ça. Quelqu'un qui a une grosse journée, ça peut pas prendre grand-chose pour les mettre off. Fait que c'est de pas le prendre personnel parce que réellement, c'est une business. Ils nous en veulent pas à nous personnellement s'il y a un désaccord. C'est vraiment de gérer la situation puis de voir est-ce que tout le monde est son compte. Je vous ai demandé des petits challenges que vous avez eus, puis à qu'est-ce que je peux voir, ça a été plus des accrochages, si on peut dire ça comme ça, avec des locataires, des choses qui font partie de la game quand tu te lances dans l'immobilier. J'adore votre thinking, puis j'adore la façon que vous avez répondu à ma question parce que qu'est-ce que je peux ressentir, c'est que vous êtes tellement en mode expansion que vous voyez que les possibilités et non de vous arrêter pour des niaiseries. Là, parce que tout le monde qui nous écoute, des locataires qui vont vous faire du trouble, si on peut dire ça comme ça, qui vont pas vous payer, ou de whatever, qu'est-ce qui pourrait arriver, des travaux à faire, quelque chose qui coule.
it's part of the game. Ça fait partie de la game. Puis c'est comme ça aussi que, tu sais, c'est pas pour, comment je pourrais dire? C'est pour vous challenger votre créativité. Bon, ok, voici j'ai telle situation, comment je peux le réparer? Est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que je dois prendre quelqu'un? Qui que j'ai? Est-ce que je le fais selon mes moyens ou je le refais tout au complet? Comme, tu sais, à tout problème, encore une fois, il y a une solution. Puis j'adore votre thinking de toujours voir les possibilités. Mais là, on va leur donner un petit peu plus de punch. Là. C'est quoi les bons coups que vous avez faits depuis dans votre courte carrière, genre fulgurante qui continue de grossir? Bon, ben, je peux en lancer un. Là. En 10 mois, j'ai vendu une propriété, ma première propriété, le fameux triplex qui a été notarié le 26 juillet 2019. En 10 mois, j'ai fait 100 000 $ de profit. Après commission courtier, là, vraiment 100 000 net avant impôt. Qu'est-ce que tu as fait comme ça pour pouvoir maximiser puis aller chercher ça? C'est sûr que tu n'as pas pu l'acheter tel quel puis le revendre puis tu as fait 100 000. Écoute, non, il y a eu de l'optimisation qui a été faite, pas nécessairement à bout de bras avec des rénovations, mais plus en optimisation de revenus. Un style de propriétaire, de vendeur qu'on aime acheter, c'est notre fameux propriétaire occupant, pas trop entrepreneur, 1-2 immeubles, le gère un petit peu moyennement sur le bord des bras. Puis à ce moment-là, dans cette situation-là même, on avait deux appartements non optimisés, là. Un grand 6,5 à 500 $ par mois parce que c'était un ami de la famille. Puis un autre 4,5 à 650 $ par mois qui était nettement en dessous du marché. Et un autre grand 6,5, c'était un grand triplex avec 10 000 pieds carrés. L'autre grand 6,5 qui était rénové parce que la propriétaire occupante, la vendeuse, habitait dedans avec sa petite famille. Mais à ce moment-là, dans les livres, il y avait 0 revenu parce qu'elle ne chargeait pas un loyer. En plus. Donc à ce moment-là, cette bâtisse-là, mais je l'ai achetée à 14 000 de revenus. Puis j'ai été capable d'aller chercher un 40 000 de revenus en louant simplement cet appartement-là au juste marché. Puis en mettant les autres appartements au juste marché aussi. Il y a eu du bon timing. Là. Il y a un locataire qui est parti, j'ai reloué, etc. Côté opportuniste également, on crée sa chance. Là. Mais également, c'est ça. Fait que 40 000 de revenus, on était capable de vendre justement à 10 fois les revenus, qui m'a fait un beau profit là, de 100 000 après commission courtier avant impôt. Super. Un bon coup, toi, Phil? De mon côté, la première acquisition, dans le fond, un triplex dans le centre-ville de Hull. Puis c'était vraiment un triplex à problème. Là. Il y avait des conflits entre les locataires. Puis ça t'a pas fait peur? Ben oui, au début, mais c'est peut-être de la naïveté aussi. On s'embarquait dans le premier projet, puis on savait pas nécessairement avec quoi on allait avoir à dealer. Par exemple, là, les locataires avaient accès au sous-sol, puis ils volaient dans le fond les conduits de copper, dans le fond, là, de cuivre. Donc, tu sais, c'est des choses que tu découvres à l'inspection. Mais on se disait, OK, la deal semble bonne, puis la naïveté, puis aussi beginner's luck un peu, on peut dire, mais le triplex est sur un terrain qui est double, essentiellement. Donc, on est en plein centre-ville, puis ça permet d'avoir une immense cour, même un gros stationnement. Mais avec du recul, ben là, on a mis de l'ordre dans le triplex, puis là, la gestion va super bien, mais on est quand même assis sur un terrain qui est double. Donc là, à un moment donné, ça va être de tracer une ligne, subdivision de terrain, puis le zonage est incroyable. On est proche des bâtisses fonctionnaires, donc les gens stationnent dans les rues là, autour de chez nous pour marcher, aller au travail, au centre-ville, les gens qui vivent plus en banlieue. Donc on se dit c'est un lieu qui va prendre la valeur, ça va être fou. Puis tout récemment, la plus récente acquisition, c'est une bâtisse, comme Jonathan a dit, c'était des propriétaires occupants qui n'avaient pas le thinking entrepreneur. Donc sur la fiche centriste, en fait, d'ailleurs, il ne faut jamais se fier à la fiche centriste. Il y a tellement plus d'informations ailleurs, puis la déclaration du vendeur, puis tout et tout. Mais bref, la propriété était listée avec 15 000 $ de revenus locatifs. Puis on se disait, bon, évidemment, non, là, il y a moyen d'aller chercher plus. Puis le screening aussi est très important au niveau des locataires parce que je veux dire, on a eu du trafic de drogue dans nos logements, tout ça. On a vu l'importance de ça. Puis ça, c'est un chapitre qu'on vient de fermer, puis je suis très content. Là. Vraiment, c'était quelque chose. Mais là, fait que là, mes nouvelles locations, vraiment, je fais un screening là, en profondeur. Mais ça m'a amené des locataires, entre autres d'une ambassade d'Ottawa. Donc, pour eux, c'est des gens que le upsell est un peu facile parce que c'est des gens, puis je suis de famille militaire, j'avais vécu, on s'est relocalisé à plusieurs occasions, où est-ce que les électros, s'ils sont inclus, pour eux, c'est un énorme plus. Le stationnement aussi, pour eux, c'est proche du centre-ville. C'est des gens qui ont leur famille avec eux, donc un espace de storage additionnel, ça peut les intéresser. Ils veulent pas avoir à s'ouvrir un compte gazifère, hydro, internet. Donc, on donne un prix clé en main.
Donc, en approchant ces gens-là, tu leur offres des solutions. Puis, en tant que propriétaire, bien, ça donne une possibilité de upsell. Donc, récemment, là, dans cette bâtisse-là, on a passé les revenus affichés de 15 000 à un 46 000. Puis ça, c'est sur une propriété je parlais qu'on s'est fait négocier de 2 000 $. Donc, on l'a acheté 322 000. Donc, on a fait 320. Donc, ça a été un bon coup récemment. Puis, ça, c'est une propriété que l'optimisation s'est faite dans le premier mois de prise de possession. En plus? Oui, absolument. Donc, vraiment, quand on achète une propriété, on s'assure de ne pas avoir la corde au cou en ne comptant pas sur l'appréciation nécessairement. Donc, il faut que les ratios soient bons à l'achat. Ensuite, on voit le upside qui est possible d'aller chercher en optimisant. Puis après ça, ben, ça permet des optimisations rapides. Puis c'est des optimisations plus administratives, si on veut dire. Ça n'implique pas des grosses rénovations, des gros projets qui s'étirent sur plusieurs mois. Donc, ça, c'est un des bons coups récents. Une petite note également, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont peut-être de la misère à gérer les locataires. Bon, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais également le niveau là, que tes locataires te respectent en tant qu'investisseur, propriétaire, entrepreneur, je pense que c'est super important. Tu sais, quand on acquit une propriété, on va cogner chez la personne, on se présente, on est pas suit and tie, là, mais on est bien habillé, on a une fière allure, on est confiant, les épaules dégagées, une belle prestance, puis à ce moment-là, la personne, je veux dire, veut pas, elle n'a pas le choix de te respecter. Donc, il y a cette portion-là aussi que, tu sais, si on arrive et on se présente à notre locataire un petit peu tout déchu, les cheveux défaits, puis un petit peu en colimaçon, ben par la suite, comment la personne va te respecter en tant que propriétaire? Tout à fait, tout à fait. Puis une des choses que je conseille à tous mes nouveaux acquéreurs d'immeubles à revenus, je leur dis tout le temps, soyez structurés de la même façon que, comment je pourrais dire, de la même façon que vous, tu sais, si au lieu d'aller te présenter pour collecter le premier, tu dis que tu vas aller le premier, puis en fin de compte, tu les envoies un texto, puis tu arrives le 3. Si tu jettes ton immeuble tout croche, c'est tout à fait normal qu'ils vont payer tout croche, puis tu vas avoir des clients tout croche. C'est une business, puis c'est tes clients, donc professionnalistes. Exactement. Fait que si depuis le jour 1, tu te présentes, on s'en fout de qu'est-ce que l'ancien propriétaire a fait, parce que souvent, souvent, la mauvaise entente ou le froid, c'était avec lui. Mais le fait que tu arrives en tant que propriétaire, puis que tu arrives en tant que personne qui va les aider, que tu as des solutions, puis que tu vas donner un petit peu d'amour, puis tout ça, déjà là, c'est un plus pour eux autres. Puis si, comme tu le dis, tu te présentes bien, puis tu leur montres comme quoi que non, regarde, on va avoir une belle entente, puis ça va être le fun, être ensemble, ben généralement, à partir de là, tout va bien découler. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu les traites bien, puis tu es structuré, puis que tu t'instaures en partant, regardez, moi, voici mes règlements, voici si, moi, je vais venir vous collecter, voici ma structure, ben les gens sont comme, oh fudge, ok, c'est du sérieux, fait puis que tu tiens ton bout aussi, puis tu es là le premier, puis ci, puis ça, tu respectes toi-même tes propres engagements. C'est tout à fait normal que les gens vont respecter l'engagement que tu leur as offert, justement. Tu sais, quand on dit que, je veux dire, c'est du human à human, c'est une business, c'est nos clients. Tu sais, une anecdote sur le triplex là, que j'ai été capable de vendre à haut profit. Quand j'ai vendu, c'est ma première propriété que je vends. Quand j'ai vendu, tu sais, je t'allais dire un petit salut au locataire. Puis j'ai eu un témoignage, Jean-Pierre, là, je vais lancer ça comme ça, un bonhomme à peu près une quarantaine d'années qui commence à me dire que lui a toujours loué là, dans sa vie. Puis j'ai été son meilleur propriétaire qu'il a jamais eu. Je veux dire, avec un petit peu, pas les larmes aux yeux, mais je veux dire, c'était un peu émotif. Je me suis dit, Colin, je pense que j'ai fait une bonne job. C'est le fun de donner un bon service aussi à ses clients. Tu sais. Tout à fait. Parce que la réalité, c'est que, mais ça aussi, entre parenthèses, c'est une ancienne mentalité, ça. Ça, c'est la mentalité de nos parents puis de leurs parents, eux autres. Parce que eux autres, tant que c'était pas brisé, pourquoi le changer? On le répare pas. Ça coule pas, c'est pas brisé, on le change pas. Mais ça fait en sorte que, justement, les immeubles sont pas bien entretenus. Tu arrives là, tu veux l'acheter, tu essaies de passer à l'inspection, puis c'est comme, oh my gosh, il y a plein de choses. L'immeuble avait besoin d'amour. Ou justement, puis là, quand ils voulaient augmenter, ben la personne ne voulait pas payer, fait que là, ben, vu que tu veux pas payer, ben je fais rien, fait que ça fait que nous on arrive, les immeubles, ils ont besoin d'amour. Mais anyways, ça c'est une autre histoire. Mais, guys, 3 conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans l'investissement immobilier ou qui voudrait suivre votre parcours là, de partenariat et tout ça. Moi, je dirais prendre action. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse.
Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.